Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle parenthèse RH. Nous allons parler ressources humaines, nous allons parler télétravail, les enjeux de demain. Et nous avons le plaisir et la joie d'accueillir Arnaud Lacan. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Bonsoir Arnaud. Alors Arnaud est doctorant, professeur d'économie. Il a commencé sa carrière dans les assurances. Il dirige aujourd'hui le programme de management de Kedge. Et il est aussi expert de l'APM, l'Association du progrès pour le management. Quel parcours, mesdames et messieurs. Alors, dans cette période compliquée, les entreprises et les salariés ont vécu chômage partiel ou télétravail, ou sont restés bosser pendant que les autres étaient en chômage partiel. Le travail, c'est quelque part une identité, un progrès, le fait de participer à la vie collective. Dans les grandes lignes, quelle analyse vous faites de cette période? Alors, je crois que le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'on a connu un véritable éclatement des modèles traditionnels. Je veux noter d'abord que le télétravail existait bien avant la crise sanitaire et économique qu'on a connue, puisque télétravail, ça veut dire travailler les loin, ça vient de télé en grec, voilà, télescope, on voit loin, télétravail, on travaille loin. Non, ce qui est frappant avec ce qui nous arrive, c'est que nous sommes rentrés dans une sorte de caisse de résonance, d'amplificateur, où le télétravail s'est généralisé à tous les métiers qui permettaient de travailler loin. Et c'est ça la grande rupture. D'une certaine manière, on a cessé de connaître un modèle de travail unique, une entreprise avec tous les collaborateurs qui sont là, sur les mêmes plages horaires, sur les mêmes temps, dans le même lieu donc, à un modèle de travail où tout s'est transformé. L'éloignement, les plages horaires, les façons de travailler. Donc on est actuellement dans une phase transitoire entre deux modèles de travail, un vers lequel on ne reviendra pas et un que nous sommes en train de construire ensemble et dont on n'a pas encore tout à fait les tenants et aboutissants. Donc c'est ça, allons plus loin, télétravaillons, construisons ensemble. Rentrons dans le vif du sujet, on pourra après effectivement échanger, débattre, mais surtout on est sur cette émission de parenthèse RH pour donner des choses concrètes à nos adhérents sur des pratiques. Nous aurons l'occasion après de poursuivre cette émission avec une autre invitée, mais concrètement, le management du télétravail, ça donne quoi dans les entreprises ? Alors concrètement, ça donne des situations complexes pour nos amis RH, parce que si on a des stats, des études qui nous disent que il y a une étude de la NDRH qui dit que 88% des DRH se disent souhaiter conduire ou en tout cas mettre en place des accords de télétravail. Très bien. Dans la réalité, c'est plus complexe. C'est plus complexe alors que le télétravail s'est vraiment imposé comme une proposition RH aux collaborateurs et que les enquêtes qui ont été menées après le premier confinement de mars 2020 disent que 91% des néo-télétravailleurs, donc des gens qui ont découvert le télétravail, veulent continuer. Plus récemment... 91%. Ouais, 91%. Et ça va être le problème de la RH, parce que quand on est rentré dans le confinement, le télétravail était souhaité par 61% de la population active. Donc il y avait une vraie demande sociale, qui en plus était légitime, parce qu'on avait des études qui montraient qu'il y avait plutôt un gain de l'ordre de 15% de productivité. Donc pas de raison, a priori, de refuser le télétravail. Sauf que seulement 17% de la population active connaissait le télétravail. Là, tout le monde le connaît. Et là, tout le monde, enfin tous ceux qui ne sont pas sur poste industriel en tout cas. Donc, vous voyez, le problème, c'est que les gens souhaitaient du télétravail et n'en avaient pas. On leur donnait deux raisons. On leur disait « Ah, c'est pas possible parce que technologiquement, on ne sait pas faire ». Et on leur disait « C'est pas possible parce que les managers n'auront pas le contrôle ». Sauf que tout le monde y est allé, les entreprises ont su faire, et globalement, on n'a pas assisté à une trahison généralisée. Donc les raisons pour lesquelles les entreprises refusaient le télétravail ne tiennent plus. Et la demande de télétravail a augmenté, à tel point qu'il y a une étude qui vient de sortir aux États-Unis la semaine dernière. Un tiers des télétravailleurs disent penser à démissionner si leur employeur ne leur offre pas la possibilité de télétravail. Alors, ça veut dire qu'il faut le mettre en place pour fidéliser ses salariés. Alors, c'est devenu
un axe majeur de talent acquisition parce qu'une des premières questions que posent les jeunes générations, ce qu'on appelle les millennials, quand ils sont en entretien de recrutement, c'est est-ce que vous proposez du télétravail ou pas? Donc c'est, à mon avis, une très bonne idée de se pencher sérieusement sur la question, avec la difficulté que, d'une certaine manière, nous vivons actuellement un télétravail qu'on pourrait appeler pathologique, dans le sens où il n'est pas choisi, il est subi. Il va falloir maintenant passer à la construction d'un télétravail choisi, donc en mode normal, et ça, c'est à la main des RH. Et des experts. On a une émission justement avec Maud Andrieux sur ce sujet, sur le télétravail sauvage. Et effectivement, on sait qu'il faut mettre en place des accords dans le cadre du télétravail. Je reviens à une question sur les managers. Est-ce qu'il y aura des néo-managers spécialisés dans la gestion et l'encadrement de leurs collaborateurs dans le télétravail ou comment vous voyez les choses, Arnaud? Alors, je ne pense pas qu'il y ait besoin de néo-managers, mais je pense qu'il y a besoin d'une évolution des pratiques managériales et plutôt même de ce qu'on appelle le centre de gravité de la posture managériale. Où est-ce que le manager a la plus forte valeur ajoutée? En gros, vous pouvez séparer en deux dimensions. La première dimension, qui est tout ce qui est management d'équipe, cadrage, command and control, etc. Et puis une deuxième dimension, qui est beaucoup plus sur l'animation de l'équipe, c'est-à-dire comment j'inspire mon équipe, comment j'en suis le leader. En télétravail, cette fonction managériale avec une posture de leader, en télétravail, elle se transforme un peu. Et clairement, on a plus besoin de leaders que de managers. Parce que, d'abord, la profondeur du contrôle surveillant des managers a reculé. Donc, de fait, ils doivent plus aller dans la confiance. Et d'autre part, parce qu'en télétravail, on perd une partie de l'émotionnel naturel qu'on a quand on est sur site. Parce qu'on voit les signaux faibles de la communication, ce qu'on appelle la métacommunication des collaborateurs. En télétravail, quand tout le monde a fermé sa caméra, on ne voit rien. Donc, il faut réactiver la dimension émotionnelle de l'équipe. Il faut réinventer finalement le mythe fondamental de l'équipe. Pourquoi est-ce qu'on est là? On est chacun chez nous, dans nos maisons, dans nos bureaux, certains à la campagne. Bon, donc comment on fait? Eh bien, il faut que quelqu'un réinvente au quotidien la raison d'être de l'équipe. Et ça, c'est le leader. Donc, manager, leader, moi je crois qu'en télétravail, il faut faire glisser la fonction managériale vers la posture de leader. Merci. Et alors, moi, il y a deux questions qui me viennent à l'esprit. On parlait de confiance, d'émotionnel. Ça veut dire que quand on se voit avec le leader et les salariés, et qu'on n'est pas en télétravail, ça veut dire qu'il faut profiter de ce moment finalement pour être dans les convivialités, être un peu plus sur de l'émotionnel, peut-être. Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, dans ce qu'on conseille aux entreprises dans la mise en place de ce nouveau télétravail, on ne va jamais sur du 100% télétravail. On conseille toujours d'avoir des temps de rassemblement où il faut que l'équipe soit unie, réunie le même jour sur le même lieu. Et c'est précisément pour pouvoir organiser ces actions que vous évoquez de tricotement ou de retricotement du lien, tout ce qui fait la dimension affective du sentiment d'équipe. Vous savez, en management, on a coutume de dire qu'un groupe d'individus et une équipe, ce n'est pas la même chose. Un groupe d'individus, ce sont des atomes du corps social isolés, d'une certaine manière. Une équipe, ce sont des personnes qui vivent un imaginaire ensemble, qui ont des codes, qui ont des rites, qui ont des projets, qui ont une vision, qui ont des valeurs, le vivre ensemble. Et tout ça, vous ne pouvez pas le réinventer, vous ne pouvez pas le faire vivre si les gens ne se voient jamais. Donc il faut des temps de rencontre, ne serait-ce que plus pragmatiquement pour présenter la stratégie, pour présenter les résultats, bref, avoir des moments de communion d'une certaine manière. On a dans certaines entreprises ou dans d'autres des façons différentes de voir la visio. Avec la caméra ou sans la caméra, vous en pensez quoi? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faut trouver le juste équilibre entre la dimension conviviale et sympathique de se voir, parce qu'on peut s'adresser des sourires, parce qu'on peut faire des clins d'œil. Bref, il peut y avoir du non-verbal affiché. Donc il faudrait avoir la caméra. D'un autre côté, il faut bien dire qu'il y a un petit côté intrusif qui peut être vécu psychologiquement difficilement par certains collaborateurs parce qu'ils sont chez eux, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de montrer leur intérieur. Donc il faut respecter aussi le droit à une caméra fermée. Maintenant, moi je conseille aux managers de créer de l'envie, c'est-à-dire donner envie à leurs collaborateurs d'ouvrir leur caméra, pas leur imposer.
Ça peut être, par exemple, commencer une réunion par une petite météo personnelle. On prend 30 secondes pour que chacun dise bah, « moi, ça va ». Ou on peut demander aux gens juste d'envoyer des sourires. Enfin, il faut trouver quelque chose pour amener les gens à se montrer sans rentrer en force, je crois. Des conseils, des astuces. On voit qu'il y a aussi des marques de vêtements, des distributeurs de vêtements qui ont commencé à sortir des lignes d'habits avec code télétravail, c'est-à-dire petit short confortable, veste, chemise. On voit que c'est un sujet d'actualité, c'est sûr qu'il restera. Arnaud Lacan, merci pour tous ces conseils, cette analyse, ce recul. Ça fait du bien de pouvoir se poser. On va continuer l'émission avec un autre focus sur justement cette période. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci Arnaud. On appelle tout de suite Martha Garcia de BP Group à nous rejoindre sur le plateau. Nous accueillons désormais Martha Garcia, qui a fait des études de doctorant en sciences économiques et un summer programme à Harvard Université, s'il vous plaît, et qui va nous parler, qui dirige aujourd'hui, qui est directrice territoriale de Provence-Méditerranée pour BPI Group. BPI Group, qui est un cabinet de ressources humaines de recrutement. Bonsoir Martha, bienvenue. Merci, bonsoir Thierry. Bonsoir Martha. Bonsoir Mathieu. Mathieu, quelle question tu as envie de poser à Martha? On est là effectivement pour apporter des informations à nos adhérents, mais surtout, on a fait cette parenthèse RH spéciale télétravail avec Arnaud précédemment, où on a parlé de tout ce processus et Arnaud nous rappelait que le télétravail existait depuis longtemps. Néanmoins, ça a été un peu remis au goût du jour avec cette pandémie. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Martha, finalement? Qu'est-ce qui se joue? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que sont les nouveautés dans le management du télétravail de demain? Alors effectivement, vous avez raison. En fait, le télétravail n'est pas nouveau. Il existe depuis longtemps. Mais en fait, ce qui se joue et ce qui est nouveau aujourd'hui et ce qu'on constate sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, il a fortement évolué et le télétravail, en fait, il se fait autrement. C'est-à-dire, en fait, hier, tout ce qui relevait en fait du télétravail, c'était de l'exception, de l'ordre de l'exception. D'ailleurs, pour ceux qui télétravaillaient déjà à l'époque, ceux qui avaient la chance de pouvoir déjà télétravailler, ils télétravaillaient sur certaines tâches bien précises, télétravail dans certains secteurs bien particuliers et à certains moments donnés. Et ça relevait de l'exception. Par contre, aujourd'hui, le télétravail est carrément devenu quelque chose de complètement différent, dans le sens, en fait, alors énorme et de manière massive et volumique, ça c'est certain, mais surtout, c'est que le travail est arrivé à la maison. On télétravaille autrement. Ce n'est pas simplement certaines tâches à certains moments précisément, mais c'est tout le travail qui est arrivé dans la sphère personnelle. Oui, on voyait les commerciaux, par exemple, qui avaient l'habitude les lundis matins de faire un petit peu leur papier, la partie administrative. Là, effectivement, c'est le travail en lui-même qui vient s'implanter à la maison. Qui vient s'implanter exactement à la maison et du coup impacter la façon en fait de travailler. On est vraiment face à une nouvelle organisation qui est en train de se mettre en place et le défi en tout cas des entreprises, ça a bien été en fait de repenser en tout cas le travail et le rapport du travail par rapport à l'espace et au temps. Et alors, il y a un enjeu on en a parlé tout à l'heure, mais c'est au niveau du manager. Qu'est-ce que ça induit comme comportement pour le manager face à ses équipes? Ouais. Alors, ce que nous, on a constaté en fait sur les entreprises qu'on a accompagnées sur le sujet du télétravail, et notamment avec les managers, c'est que c'est un sujet bien complexe et que le télétravail, ça va au-delà en fait du sujet de la distance physique. Ce qu'on s'aperçoit en fait, c'est que le manager doit intégrer aujourd'hui un sujet de distance opérationnelle bien contraignante et bien plus contraignante que ce qu'on croyait, et puis une notion aussi de distance émotionnelle qui a été largement sous-estimée. Et là, du coup, les paramètres ont fait que forcément le manager a dû évoluer dans ses pratiques, il a dû réajuster ses pratiques managériales et notamment, il a dû aller revoir, notamment dans la partie distance opérationnelle, il a dû revoir tous ces sujets de coordination et de pilotage à distance de ses équipes. Et ça, c'est pas facile, c'est-à-dire il a dû communiquer, mais communiquer plus et communiquer différemment. Il a dû organiser aussi le travail de ses équipes à distance en leur donnant un peu plus d'autonomie, en devant les accompagner en fait sur les tâches aussi qui y étaient
télétravail. Et puis, il a dû évidemment aussi intégrer une dimension qu'on avait vraiment largement sous-estimée et qui est d'actualité, c'est l'émotion et c'est la relation. Et là, c'est devenu encore plus complexe. Des managers appellent en plus des visios. Comment ça se passe concrètement, Martha? Quelles bonnes pratiques vous avez pu repérer dans le terme de votre activité? Alors, il y en a plusieurs et elles sont nombreuses, d'autant plus en fait que les pratiques managériales vont s'adapter aussi en fonction du secteur, en fonction de la culture de l'entreprise, en fonction aussi des valeurs. Mais clairement, au sujet justement de la communication, eh ben, il va devoir adapter sa communication en fonction du message apporté et de la situation. Donc, il va combiner en fait des actions individuelles, donc effectivement du one-to-one, qui peut se faire par tous les outils de communication aujourd'hui à disposition. Ça va être un temps de visio quand on est plutôt sur la reconnaissance, la félicitation. Sur un sujet d'urgence, ça va être, et qui n'appelle pas à polémique, ça va être du SMS. Sur évidemment un problème à résoudre, etc., ça va être plutôt le téléphonique. Et puis voilà, sinon, voilà, le visio, comme on l'a vu. Voilà. Donc on s'adapte de toute façon en fonction du message. Et puis évidemment, il reste quand même des sujets qu'on ne peut traiter quand même qu'en présentiel. Et pour aller plus loin, Martha, est-ce qu'il y aurait d'autres bonnes pratiques pour lesquelles vous voulez communiquer auprès de nos adhérents? Oui, alors c'est clair, elles sont nombreuses, mais il y en a une avant de se quitter que je trouve qui est importante et surtout qui est d'actualité, c'est qu'on s'est aperçu quand même avec le télétravail que ce qui s'est passé avec la mise en place et le management à distance, c'est qu'on a oublié en fait tout ce qui relève des temps informels. Les temps justement informels. La pause café. Exactement, voilà ce qui se passe à la pause café juste avant la réunion ou après la réunion quand on débriefe, etc. Ou quand on va voir le petit message, etc. qui permet aussi de limiter ou d'atténuer certaines tensions. Tout ce temps aussi informel qui permet aussi de clôturer un dossier, tous ces petits temps informels, etc. On n'a pas réussi en fait à les remettre en fait dans le travail à distance. Et là, je pense que c'est un vrai challenge aussi pour les managers justement de recréer ces temps informels dans leur management à distance. Et ça peut être d'ailleurs aussi de commencer la conf avant, un quart d'heure avant, pour laisser le temps aux gens d'arriver et prendre le café ensemble. Et en fait, la réunion n'est pas la même. Tout à fait. Et créer des moments de convivialité. D'ailleurs, du coup, une petite anecdote vraiment, parce que c'est un de nos clients qui a partagé ça avec nous. Et c'est des moments de convivialité liés autour d'un déjeuner en fait virtuel et d'une pizza party qu'il met en place tous les vendredis. Et donc, à ses collaborateurs, il leur fait livrer en fait une pizza le vendredi et tout le monde se réunit pour manger la pizza autour de la visio. Voilà, donc une petite dédicace à cette entreprise. Et il y a également qui a mis en place ça. Inviter vos collaborateurs à des événements d'LEHV, par exemple, où la convivialité est le maître mot. Bonne idée. Merci Martha pour toutes ces informations. Nous allons conclure cette parenthèse RH sur le télétravail, une spéciale. Nous continuerons effectivement le mois prochain pour une nouvelle émission de la parenthèse RH et nous vous disons tous à la semaine prochaine. C'était votre émission hebdomadaire sur LEH TV. On remercie nos partenaires institutionnels, nos partenaires premium et l'ensemble de nos partenaires LEHV. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.